En présence de Frédéric Mounier, d'Antoine Assaf et de Jean-François Coulon-Desarts. On parle toujours des législatives. Alors, après une première analyse pour une demi-heure d'information qui s'est écoulée sur les conséquences de la dissolution et ses origines, on va passer à un autre sujet qui est lié à la présence des chrétiens en politique et plutôt à leur action. 6000 chrétiens, vous l'avez vu, ont appelé à voter contre l'extrême droite dans La Croix le 18 juin. L'appel intitulé « Au nom de notre foi, nous voterons contre l'extrême droite ». Et puis il y a des manifestations aussi qui sont prévues dimanche. Et puis le mensuel La Nef a répondu aussi de son côté au fait de savoir s'il fallait appeler à voter contre l'extrême droite. Est-ce leur rôle ? Il y a une discussion qui s'engage et qu'on peut peut-être essayer d'analyser autour de sujets qui sont quand même assez clivants. J'entends pour la communauté chrétienne, c'est la question en particulier migratoire, la question de l'identité, qui est un sujet, puis aussi de la justice sociale, qui sont des sujets où on peut s'opposer. Alors, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec nos débatteurs ce matin. Frédéric Mounier, en particulier, sur ce positionnement des catholiques. Écoutez, moi je pense que les catholiques n'échappent pas à la vie de la nation, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes soumis à une immense insécurité sociale, culturelle, économique, politique. Les catholiques, comme le reste de la nation, sont archipélisés. Les catholiques, comme le reste de la nation, tendent à se communautariser. Et les catholiques, comme le reste de la nation, ont du mal à échanger entre eux. Donc on est dans une situation de blocage, d'où l'atonie de l'épiscopat, qui lui-même est très divisé, qui a du mal, on le sait déjà depuis longtemps, à s'exprimer collectivement, qui souffre d'une perte de crédibilité considérable due à la crise des abus. Il s'est exprimé avant les européennes quand même. Oui, tout à fait. C'était plus facile avant les européennes, puisque l'Europe a toujours été plus ou moins portée par des acteurs chrétiens, au moins à sa naissance. Donc les catholiques aujourd'hui sont comme le reste de la nation. Est-ce que l'épiscopat doit appeler à voter contre l'extrême droite, Frédéric Mounier ? Non, moi je crois que la période de la prescription des mots d'ordre est tout à fait terminée pour l'épiscopat comme pour toutes les autres institutions aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est terminé pourquoi ? Parce qu'on n'est pas entendu ou... Non, parce que les institutions sont vaporisées. Le pouvoir prescripteur des institutions est vaporisé également. Donc c'est chacun pour soi dans la lutte de tous contre tous, y compris au sein de l'Église catholique. Jean-François Coulon-Desarts. Pour aller un petit peu dans la même direction, j'allais dire que... Vous n'êtes pas obligé, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Oui, mais vous inquiétez pas, je dis toujours ce que je veux. Les avis des artistes gavés aux subventions publiques, les avis des sportifs, etc., on n'en a rien à cirer. Ça ne vous a pas touché, Kylian Mbappé ? Pas du tout, non. Kylian Mbappé, il joue au football très bien, je crois, qui continue à jouer au football, quoi. La vie politique de Kylian Mbappé, ça n'intéresse personne. En tout cas, la sanction de la Providence lui est tombée sur le nez. Oui, exactement. Antoine Assaf. Joli. Mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà le premier mot qu'un catholique doit dire. Notre royaume de ce monde n'empêche, le réalisme politique exige d'examiner les valeurs là où elles sont. Quand la Révolution française est arrivée avec liberté, égalité, fraternité, l'abbé Grégoire et tous ces catholiques se sont dit, mais est-ce que ça va être l'égalité que nous avons prêchée ? Celle que le Christ a voulu, puisqu'il a annulé tout ce qui pouvait vraiment ressembler au racisme ou à la supériorité des races. La fraternité, est-ce vraiment, c'est le prochain à qui je dois pardonner, aimer ? Et puis, la liberté, est-ce la liberté qui nous sauve au nom de la vérité ? Et c'est là où il y a eu ce mélange, et ça a duré jusqu'à Jules Ferry, quelle différence. Vous m'avez fait peur, là. Jules Ferry a gardé les valeurs, l'instituteur comme... chanté par notre grand Péguy, il fait l'éloge de la laïcité aussi, d'une république socialiste, et puis où l'instituteur garde ses valeurs. Aujourd'hui, quand les catholiques, je pense à nos évêques, ils gardent un axe quand même pour tout ce qui est, à mon avis, quand Macron est passé au Bernardin, pas pour le brûler comme Néron cette fois, mais pour nous balancer son feu, donnez-nous de votre sel. Je l'ai regardé, je dis, il veut, donnez-nous de votre supériorité en d'autres termes. Et il s'est foutu de la gueule des cathos parce que la loi sur l'euthanasie maintenant elle est suspendue, mais l'article du Sénat sur le droit et non pas la liberté d'avorter, Monsieur Bas
a mené très haut ça par la nuance. Liberté d'avorter, il a fait passer. Et à partir de là, les catholiques regardent, ils ont condamné tout cela. Et quand on regarde les candidats, eh ben, vous parlez du vote des catholiques pour la droite, l'extrême droite, mais quand j'entends Bardella qui appuie cet article dans la Constitution, moi, j'ai plus de voix catholique pour lui. Maintenant, il y a le vote catholique du naufrage, c'est-à-dire que les catholiques, surtout ceux qui ont voté pour Macron, pour échapper à ce qu'une gauche peut donner, il est le moins pire, etc. Eh ben, c'est un peu le style, l'identité qu'on a donné à ce malheureux prof de philo. J'aurais pu lui dire, restez prof de philo digne, Bellamy, qui fait un bon travail à l'européenne, mais qui n'arrive plus à retrouver maintenant entre Ciotti et l'autre, et le Rennes, c'est-à-dire les valeurs qu'il va prêcher. On le dit, on le retient, mais c'était un peu le cateau de service qu'on a balancé. Il est très très mal à l'aise dans ses valeurs. Donc pour moi, l'engagement catholique est un engagement pour les valeurs. Et je trouve, contrairement à ce qu'on croit, les évêques font un travail un peu comme Rome. Ils gardent l'axe, ils condamnent. Et le vrai président en France qui veut traiter ces questions, euthanasie, avortement, etc., doit le faire par référendum et non pas par des subtilités juridiques au Sénat. Et Larcher en était furieux d'ailleurs, et ça, il en veut à ce qu'on mène le Sénat à traiter ce genre de choses, et puis des votes au Parlement. Il faut que ça soit le référendum. Recours au référendum, c'est peut-être que nous aurons d'ailleurs à la dignité gaulienne. Ouais. Oui, mais là, de toute façon, tout s'est arrêté. Le Parlement étant dissous, la nouvelle législature, on repart d'une feuille blanche. Toutes les lois discutées, etc., tout s'est arrêté. Même celle du Sénat. Tout s'arrête. Si Jordan Bardella arrive est Premier ministre, donc il faut quand même la majorité absolue, ce qui est loin d'être acquis quand même, il est possible qu'on ait des recours à des référendums. Après tout, c'est une hypothèse aussi. L'usage du référendum est extrêmement encadré par l'article 11, et on sait bien aujourd'hui que si un esprit mal avisé proposait le rétablissement de la peine de mort, le référendum l'accepterait. Est-ce que je peux proposer, Louis, une sorte de zoom arrière à nouveau pour nous détendre un peu ? Allez-y, puis je voulais juste mentionner 2 points sur lesquels je voudrais vous faire parler, qui clivent peut-être les catholiques, c'est le rapport à la frontière et le rapport à la richesse. Et vous me direz ce que vous en pensez tous les 3. Vaste programme. Alors, je voulais vous proposer simplement un parallèle entre le pape François et Emmanuel Macron. Du point de vue institutionnel, l'un et l'autre sont arrivés dans un trou de souris. Ils ont été élus par surprise. Ils ont suscité un immense enthousiasme. Leur ambition était de déboussoler et de réorienter leur propre système. Ils ont mis en œuvre des méthodes dites participatives, que ce soit le synode, que ce soit le grand débat, que ce soit les conventions citoyennes. Mais leur gestion a été extraordinairement verticale, voire autoritaire, en tout cas imprévisible. Ils se sont laissés aller l'un à l'autre à des petites phrases tout à fait incontrôlées. Et aujourd'hui, ils suscitent l'un et l'autre des haines et des oppositions extrêmement fortes. Voilà. Il y a une sorte de fatalité. Comment l'attribuez-vous ? Le pape François est l'hologramme d'Emmanuel Macron ? C'est ça que vous voulez dire, Frédéric ? Je ne sais pas, mais ça veut dire qu'il y a une sorte de fatalité institutionnelle ? Non, ce que je veux dire, c'est que, voilà, pour reprendre l'un de mes mots favoris, nous sommes dans un écosystème de vaporisation des systèmes, et ces hommes qui surgissent, ils surgissent peut-être selon des logiques identiques et pour aboutir à des résultats et à des difficultés identiques. Donc ils se fracassent à l'arrivée, c'est ce que vous nous dites. Ça n'est qu'une hypothèse. Et comment l'expliquez-vous ? Ajoutez à cela qu'ils sont tous deux élèves de jésuites. Providence. Et qu'ils se tutoient et qu'ils s'embrassent. Ils s'embrassent, oui. Comment l'expliquez-vous ? Quand il n'y a plus rien, il reste ces hommes-là. Voilà. Et ces hommes-là peuvent faire illusion pendant un certain temps, jusqu'au moment où ils butent contre leurs propres limites, contre leurs tentations de gouvernement autoritaire imprévisible. Et du coup, ce qui reste de l'ancien système se ligue contre eux, et nul ne sait ce qui peut en sortir. Non, ils butent surtout contre le peuple. C'est aussi simple que ça. Contre les peuples, contre les peuples fracturés. Sauf que Jean-François, ils sont élus normalement par le peuple. Et on se souvient qu'au moment où Emmanuel Macron est arrivé, il y avait une vague dégagiste extrêmement forte qui a balayé les partis politiques et que tout le monde en avait ras-le-bol des partis politiques. Et donc, enfin tout le monde, quand je dis tout le monde, ceux en tout cas qui ont porté au pouvoir Emmanuel Macron, et qu'il est arrivé sur cette idée-là. On est d'accord. Et à l'arrivée, on se retrouve avec une société hyper clivée par des partis. Oui, tout à fait, mais c'est la façon dont il a géré, dont il a dirigé, et cet autoritarisme dont vous parliez pour les 2 personnages, voilà où on en est. Il y a un effet boomerang. Voilà, vous permettez quelques méditations sur ce qui a été dit. La première chose, je ne peux pas comparer un pape
bien sûr élu par ses cardinaux, mais selon la foi catholique, il y a une intervention dans l'histoire du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est pas une folie paranoïaque, c'est ce que nous croyons que l'Esprit traverse l'histoire. Il n'y a pas que Hegel qui voyait Napoléon, l'Esprit universel sur un cheval, on le voit. Le pape peut être autoritaire de tempérament, le pape peut dire des choses personnelles, il vient de commettre un livre autobiographique, il raconte l'histoire de son grand-père, sa grand-mère très sentimentale, il a fait beaucoup de films. Tout cela est admis, qu'importe que ce soit le pape, un saint pape ou un Borgia, ou qu'importe toutes ces erreurs, mais je ne peux pas le comparer à un pouvoir humain comme celui de Macron, autoritaire et de plus en plus immature, parce que ce tsunami, à l'époque où il hurlait sur les pyramides, sans être ni Cléopâtre, ni Ramsès III, le changement, on a l'impression que c'était le mouvement de la vague gaulliste et gaullienne qui allait transformer la France. La vague de Gaulle, elle dure jusqu'aujourd'hui. C'est ce que nous avons de mieux dans le pays. Le nucléaire, la grandeur de la France, qui fascine l'Allemagne, à tel point que l'Allemagne injecte l'économie française pour la sauver depuis Merkel. Là, donc ça veut dire qu'en fait... Non, pas tout à fait. Notre prix d'électricité a été multiplié par 2 à cause des Allemands. Les Allemands sont au charbon, nous on est au nucléaire. Mais ils ne nous lâchent pas. Les circuits européens, voilà. Etc. Donc là, on ce que s'est vous fait voulez dire, avoir. Antoine, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, un homme comme De Gaulle, qui arrive dans les circonstances de l'histoire particulière, lui est arrivé à porter son pays et à incarner un modèle qui perdure plus ou moins jusqu'à aujourd'hui dans l'imaginaire des gens. Oui, mais il avait une force. Ce que n'arrivent pas à faire d'autres personnes qui arrivent aux institutions, aux affaires, et qui se retrouvent finalement, comme on le disait tout à l'heure, qui se retrouvent écrasés par ces institutions. Oui, parce qu'ils n'ont pas ce que Pascal, notre grand philosophe, la plus belle intelligence française, appelle l'esprit de grandeur. De Gaulle arrive, il s'est écarté pendant 10 ans avant de revenir, mais il est revenu ayant poussé tout le monde. On ne peut pas parler d'un coup d'État avec lui comme le 18 Brumaire. Hein. Foutez-les-moi dehors, dit-il à Murat, et il les a mis tous dehors. Non, c'est Murat qui a dit ça. C'est Murat, c'est trop. C'est Murat qui dit ça, c'est trop. Voilà. Et Napoléon a attendu... Jean-François, spécialiste de Napoléon. oui, mais c'est ça. C'est bien Murat qui l'a dit. Mais quand même, Napoléon a attendu 20 ans avant le 18... 20 heures dehors à la porte de Saint-Cloud. Il en avait marre, etc. De Gaulle a attendu 10 ans. Et ce retour, regardez ce qu'il a fait à la France. Moi, je trouve qu'il y a une immaturité, cette façon... Déjà, l'âge. Ceux qui soutiennent... l'âge, non. Mais bien sûr, ceux qui soutiennent Bardella maintenant, est-ce qu'ils se rendent compte de sa maturité politique? Mais Jeanne d'Arc avait le même âge que Bardella. Hein. Ah oui, mais Jeanne d'Arc... Oui, mais l'espérance de vie était plus brève à cette époque-là. C'est encore un acte qui n'est Bonaparte pas uniquement prend le d'en pouvoir bas. à 29 ans. 29 ans, Bonaparte. Non. Mais il avait l'artillerie. Non, cela dit, il y a un grand homme par siècle en France. Au 19e, c'était évidemment Napoléon. Au 20e, c'était De Gaulle, qui sont tous nés de conséquences dramatiques, d'ailleurs. Hein, la Révolution pour Bonaparte et la guerre pour De Gaulle. En fait, c'est ce qui nous manque. Au XXIe siècle, pour l'instant, le grand homme, il n'est pas là. Oui, mais quand est-ce que le grand homme perd sa grandeur? Et sur la grandeur, c'était amusant, parce qu'une discussion de Gaulle et de Malraux expliquait à Napoléon que finalement, à De Gaulle, que Napoléon avait laissé la France plus petite qu'il ne l'avait trouvée. Et De Gaulle avait répondu: Malraux, ne marchandons pas la grandeur. Ouais. Pour aller mais la grandeur naît de la tragédie, Jean-François. Sans tragédie, il n'y a pas de grandeur. Et là, on se retrouve suspendu. Mais nous sommes au cœur de la tragédie aujourd'hui. Voilà. Et de toute façon, Napoléon a perdu la stratégie et il a perdu même sa grandeur quand il s'est écartilé entre 2 extrêmes de l'Europe. L'extrême par l'Espagne, l'erreur, et l'extrême de la Russie. Absolument. Et par ces 2 extrêmes. Et là, si je prends cette métaphore, cette analogie pour Macron, il est en train de se perdre en écartelant ces 2 extrêmes, qui est en train de naître, qui ne s'attendait pas à cette gauche, parce qu'il l'insulte comme un homme d'extrême droite. Migrationniste est un terme péjoratif. Il a aussi insulté les... Il est péjoratif. Et à partir de là, il va, à mon avis... La promesse de Macron dans sa première campagne électorale pour accéder à l'Élysée, c'était quand même de mettre le FN à terre. 7 ans après, on voit où on en est. Vous voulez dire le RN. Mais cela dit, aucun parti politique, tout le monde Jean-François, aucun parti politique n'a réussi à le faire. Donc on ne peut pas attribuer à Emmanuel Macron le monopole de l'échec. Non, c'est pas lui attribuer, c'est qu'il en a fait un oriflamme, c'est tout. Il dit ça, puis on voit où on en est aujourd'hui. À ce niveau-là, c'est un échec. Alors, je voulais vous parler donc de ce clivage, peut-être dans les milieux catholiques. Le rapport à la frontière et le rapport à la richesse. Est-ce qu'il n'y a pas... C'est ce qui apparemment peut... émerger, si en tout cas je me réfère à certains débats qu'on a pu organiser,
il y a une sorte de ligne de partage sur ces deux questions-là, la migration, la frontière, et puis la richesse, la justice sociale. Ce sont deux énormes questions. Est-ce qu'on peut essayer, Frédéric Mounier, peut-être de dessiner les axes, les oppositions, éventuellement les points de convergence aussi, pourquoi pas? Est-ce que je peux rajouter une troisième ligne de fracture? C'est le rapport à la création. La création. Et le rapport avec l'écologie. Et voilà. Et le rapport à l'écologie, qui est aussi une ligne de fracture au sein des communautés chrétiennes aujourd'hui. Alors comment... Et c'est le grand absent du débat politique. Qu'est-ce qui s'oppose dans ces lignes de fracture? Qu'est-ce qui s'oppose comme idée, comme interprétation? Peut-être les deux bois de la croix, le vertical et l'horizontal. Moi, j'ai toujours eu le sentiment que le point d'équilibre, c'était le croisement, et que la croix, c'est un croisement, et qu'il faut arriver à concilier, mais c'est très difficile. Une vie n'y suffit pas. Il faut arriver à concilier l'accueil du migrant, l'accueil de l'écologie, le respect des frontières, le respect des identités, le respect des racines, voilà. Mais c'est très difficile. C'est très, très difficile aujourd'hui, et on en est très loin, et je crains qu'on ne soit en train de s'en éloigner. Y a-t-il un moyen de réconcilier les sensibilités, ou est-ce que les chrétiens, les cathos sont unis par uniquement ce qui les sépare? Il faut revenir à une vraie théologie qui est absente. Et je la prolonge, je la développe en 2 mots, pas plus qu'1 minute. La première, concernant la création et l'écologie. Comment voulez-vous se battre pour une politique écologique comme le font aujourd'hui les partis avec cette jeune fille suédoise qu'ils ont aussi pris pas à 28, mais à 15, 14 ans, alors qu'au fond, notre théologie, elle est basée sur ce cri de Saint Paul qui parle de l'agonie de la planète avec le monde en amont. C'est-à-dire, nous sommes dans une création qui a été touchée par la chute, qui souffre comme nous, qui agonie par ces volcans, et par la réaction, par les tempêtes. Même les rabbins disent, les volcans, c'est la manière dont la terre se révolte contre leur créateur. Je veux dire, tu nous fais, donne-nous un peu d'équilibre, et pouf, ça explose. Les rabbins ont beaucoup d'interprétations intéressantes. Maintenant, ça explose à Gaza avec eux. Mais quand tu regardes la théologie catholique, bien sûr, il y a la théologie intégrale, mais ils peuvent pas nous faire vivre un Walt Disney écologique à la manière de gauche. Il faut que les évêques ou les consultants qui envoient des fiches pour les encycliques de Pâques se calment un peu. Saint Paul a dit le dernier mot. Nous devons vivre l'agonie de cette terre, que ça se réchauffe ou que ça se refroidisse. Regardez nos étés. On n'est jamais dans une maîtrise politique de la planète, nous dépasse par la création. Et la deuxième, sur la question des racines, des origines, des identités, des frontières. Il ne faut pas oublier Babel. On n'a pas à constituer une cité universelle d'un seul coup. Il faut des nations, il faut des frontières, il faut, comme dans l'abbaye de Fontfroide où j'étais là il y a 2 jours pour des conférences, il y a cette chapelle extraordinaire à côté de Narbonne, l'abbaye de Fontfroide, qui s'appelle la chapelle des étrangers. On accueille, on leur donne à boire, on leur demande de dormir, ils se réveillent. L'abbé Pierre leur disait ça. Et après, dites-moi quel est ton problème. Je te garde. Et il l'a dit à Marseille, le pape. Les 3 degrés d'accueil de la mer, on le sauve, la cité, puis on lui donne, et bien sûr, on ne va pas accepter le terroriste étranger qui vient te bombarder. Ça, c'est la première chose. Et la dernière, c'est que si le chrétien ne se rend pas compte que sa situation politique, ça c'est depuis le catholicisme social, le Mounier, etc., est une participation à ce que nous avons reçu. C'est-à-dire, quand moi je suis né au Liban, toi tu es né en France, nos amis, quand ils se retrouvent, c'est le choix de Dieu. Et si je ne veux pas l'accepter pour devenir libre, je ne comprends rien. Il faut, à partir de ça, ce qui m'a été donné dans le monde, rendre mon vie et donc ma liberté. Donc accepter ces situations, c'est ça que ça veut dire? Mais c'est pas accepter là où je suis né, respecter les origines, et à partir de là, refuser l'universalisme blanc, froid, où il n'y a plus d'identité, où on va fabriquer un peu comme en Union là-dessus, soviétique. Est-ce que vous partagez l'analyse d'Antoine, Jean-François? Sans entrer dans les degrés de subtilité, peut-être. Voilà, sans entrer dans les degrés de subtilité. Vous êtes plus terre à terre, Jean-François? Oui, c'est ça? oui, je suis plus terre à terre. Moi, alors là, je deviens rocardien. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, malheureusement. Et puis, je crois surtout que cette misère, cette migration, ce qui tue l'homme, en fait, c'est sa cupidité. À tous les niveaux et dans, j'allais dire malheureusement, dans toutes les civilisations. C'est ce fameux toujours plus. Et c'est ça qui tue l'homme.
Et c'est pour ça aussi qu'on Attendez, en est là vous ne pouvez pas aujourd'hui. nous dire que les personnes qui migrent, c'est parce qu'elles veulent toujours plus. Vous avez beaucoup de migrants économiques. Je suis désolé. Voilà. Oui, mais il y a beaucoup de on est migrants loin économiques. Mais toujours n'a rien, on Il y a- peut demander toujours plus. quoi. Non, mais parce que aussi la France est une terre d'accueil, et la France a toujours été une terre d'accueil, et il faut qu'elle le reste. Mais une terre d'accueil pour les gens qui sont privés de liberté ou qui risquent leur vie dans leur pays. Pas parce que, arrivé en France, je vais récupérer un logement, des allocations et m'acheter la dernière PlayStation ou je sais pas quoi. Non, ça peut pas fonctionner. Vous C'est avez pas tout à possible. fait raison. Ce n'est pas possible. Et Biden a légalisé les 100 000 Mexicains là, ouvriers sous la pression des milliardaires de Californie. Cueillir les fraises, le vin, lui a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Oublier Trump, À légaliser. des prix minables. À des prix minables. Ils peuvent pas d'esclaves. vivre. Et ça, ils le disent pas. C'est le nouvel esclavagisme moderne, cette espèce de migration comme ça économique. Entre les très riches et l'oublier. les très pauvres. Il ne faut pas l'oublier, bien sûr, bien sûr. Frédéric Mounier, là, on a un C'est ce que un l'Allemagne point fait. d'accord, en fait. L'Allemagne le fait pour Volkswagen, pour absolument. BMW. Il n'y aura pas de voiture allemande sans Turcs et sans immigration Turcs, ouais. maintenant syrienne, irakienne. Et ils les organisent, ils les reçoivent, ils leur font une fiche, pas comme dans les camps, mais ils sont bien. On leur apprend quelques mots en allemand et c'est plus obligatoire même l'allemand. De même ici, enfin on l'a déjà dit, mais en France il n'y a pas d'EHPAD, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de livraison, il n'y a pas de système de santé publique sans les migrants qui tiennent le système et qui le font fonctionner aujourd'hui. Voilà, Mais il faut cette rappeler. analyse devrait mettre d'accord aussi bien ceux qui sont Nouveau Front Populaire que ceux qui sont RN. D'un côté, ceux qui s'opposent à l'esclavagisme du grand capital qui joue sur les migrations et exploite finalement les plus vulnérables, et de l'autre, ceux qui se plaignent de la fin des frontières et du traumatisme identitaire que cela peut engendrer. Donc tout le monde est un peu d'accord sur l'analyse là-dessus, non? Sauf que là, il y a un problème, il y a un problème de religion. Il y a un problème de religion. Quand les premières migrations sont européennes, dans les années 30, les Espagnols arrivent, les Italiens arrivent, puis Mussolini, les Allemands, etc. Les Italiens étaient très mal vus au départ, hein, les Polonais aussi. Bien sûr, Et bien sûr. n'oubliez pas les Bretons. Il y a eu des émeutes les et des Bretons assassinats. à Montparnasse. Les Bretons. Absolument. Sauf que finalement, c'est même histoire commune, même mémoire commune et même religion commune. Là, les musulmans, c'est plus du tout pareil. C'est plus du tout la même chose. Alors, en France, à Rome, on vit comme les Romains. En France, on accueille les gens, mais il faut vivre comme nous. Ça ne veut pas dire nier son identité de départ. Attention. Mais ça veut dire on respecte, c'est-à-dire on ne met pas la baya pour aller à l'école, on ne porte pas le voile chez nous, etc. C'est aussi bête que ça. Si on accepte, il n'y a pas de problème. Mais si on veut importer une culture sur la terre de France, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, mais pour ces familles musulmanes, en plus de ce que j'approuve, il faut absolument refuser le radicalisme, vérifier si la mosquée est un centre de terrorisme ou un lieu de prière, si l'argent qatari inonde les banlieues et dépasse le budget de l'éducation nationale pour fabriquer des pèlerins qui reviennent tuer nos chers amis au Bataclan parce qu'ils chantent à leur manière des Beatles et des chansons sublinaires. Et il ne faut pas oublier que ces familles, quand ils vivent ici, normalement, ils veulent un peu se normaliser. Ils sont un peu étonnés de voir le petit enfant de 8 ans rentrer à la maison, lui dire ma professeure au lycée m'a dit que je peux devenir une fille, ou que je peux euthanasier mon grand-père. Et toutes ces lois les perturbent. Voyez-vous, et c'est là où ces familles traditionnelles, je dirais, qui viennent de l'islam, là où la famille est tellement importante qu'on en donne à chaque homme 4 légitimes pour en fabriquer, voyez-vous. À ce moment-là, il faut savoir que c'est aussi une manière d'éveiller l'occidental à toutes ces lois un peu décadentes et perturbantes en clair, concernant la loi naturelle. On ne peut pas vivre comme les Romains si Rome commence à perdre la tête. C'est un peu ça ce que dit Antoine. Les musulmans, vous êtes allés les voir, les musulmans? Vous les avez regardés avec leur turban, leur djellaba? Mais c'est qui les musulmans? Vous voyez bien que c'est pas des Français. Ceux qui prônent l'intégration ont une cervelle de colibri. Ils sont très intelligents, certes, mais essayez d'intégrer de l'huile et du vinaigre. Agiter la bouteille. Au bout d'un moment, estimez qu'il y a une incompatibilité culturelle? Ils se séparent de nouveau. Les Arabes sont des Arabes. Les Français sont des Français. Vous croyez que le corps français peut absorber 10 millions de musulmans qui demain seront 20 millions et après-demain 40? Si nous faisons l'intégration, si tous les Arabes et les Berbères d'Algérie étaient considérés comme Français, comment les empêcherait-on de venir s'installer en métropole, etc., etc. Qui dit ça? C'est De Gaulle. C'est De Gaulle qui dit oui, ça. mais c'est là où il s'est trompé. Et il finissait en disant mon village s'appellerait plus Colombey les 2 églises, mais Colombey les 2 mosquées. Voilà. Mais ça, Et c'est pour ça que De Gaulle a lutté contre l'extrême droite qui, elle, voulait que l'Algérie reste française. Oui, mais attention, là, il faut revenir. Le De Gaulle est un génie politique pour moi et il est adoré au Liban comme ailleurs. Mais sur cette question de l'Algérie, il a été trop vite. L'armée française était victorieuse.
Quand une armée est Je sens qu'Antoine victorieuse... va ouvrir le dossier. Non, après. non, Alors là, non, elle attention. est victorieuse, Non, non, mais on simplement- garde les frontières. Oui. On ne Ouais. laisse pas les terroristes de FLN rentrer de Tunisie et pousser au désordre. La deuxième Oui, chose... avec l'aide de qui? Avec l'aide des Américains. Oui, mais bien sûr Il nous que reste les une minute. Qui ont Américains étaient armé le derrière. FLN. Il avait la pression des Américains, de Churchill, parce qu'il voulait détruire les empires franco-anglais. Mais il y a une chose qu'on oublie, c'est le rapport de Tocqueville en 1837, bien avant De Gaulle. Arabe, français. Mais si vous allez d'Alger vers le sud, attention, il faut apprendre la culture de ce peuple, parler leur langue et créer une symbiose, autrement vous aurez la guerre civile. Et Tocqueville a eu raison. On a marginalisé ce peuple et on a vécu à côté. Puis Crémieux a commis la grande erreur de ne pas donner la naturalisation aux Arabes. Merci beaucoup à tous les trois. J'espère que vous aurez pu suivre dans les méandres de l'histoire, de la philosophie, des analyses, les propos de nos trois débatteurs ce matin. Antoine Assaf, écrivain, philosophe, Frédéric Mounier, journaliste, et Jean-François Coulon-des-Arts, journaliste également. Ce grand débat, bien sûr, vous pouvez le réécouter sur le site de la radio. Je précise que ceux qui écoutent aussi le samedi ont la possibilité de l'écouter en rediffusion. Et puis j'en profite pour vous dire qu'en ce 21 juin, c'est l'opération Générosité, que vous pouvez faire un don à la radio. Je vais en parler pendant une semaine avec une opération spéciale sur le site en particulier où tout est hyper sécurisé. Voilà, n'hésitez pas et merci de nous soutenir.